Salut Sam, Salut Charles. on est dans un studio de podcast que tu connais bien. Tout Est-ce à que tu fait. peux nous en parler? Tout à fait. Eh bien, ce studio de podcast, à l'origine, c'est une recherche client qu'on a eue chez Meilleur Acheteur. Donc, c'est une cliente qui est venue nous voir pour nous demander de rechercher un local pour y implanter des studios de podcast. Et donc, on a fait pas mal de recherches pour elle. Donc, il y avait toute une demande, que ce soit sur la localisation, la surface, les configurations, parce qu'il y a pas mal de pièces. Et on lui a trouvé ce bel endroit, donc chez Meilleur Acheteur. Et voilà, donc on a fait un super bon deal parce que le local était à 600 000 euros. On a négocié 20% du prix de vente. Et Pas mal. ouais, donc je crois qu'on est à 5 000 euros du mètre, donc du coup dans Paris. Et puis, donc elle a fait ses travaux derrière. Et donc là, elle a installé son exploitation carrément dedans. Donc on appelle ça des utilisateurs. Donc c'est des investisseurs qui achètent et des murs et qui font aussi le rôle de exploitant. Ouais, Donc utilisateur, on a aussi ça comme client chez Meilleur Acheteur. ok. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des investisseurs. Ouais, en général, c'est plutôt des investisseurs qui cherchent. Alors en fait, on a chez Meilleur Acheteur, si j'en parle tout de suite, On peut. chez Meilleur Acheteur, en fait, on a deux typologies de clients. On a des professionnels qui viennent chez nous pour chercher des opportunités. Donc ça va être du foncier bas, donc c'est souvent du vide pour installer des locataires. Donc créer de la rentabilité, ou ça va être des pros qui viennent aussi chercher des locataires qui sont en fin de bail pour peut-être voilà, proposer euh, des améliorations, voilà, des évictions pour ensuite améliorer la performance du local commercial. Donc ça, c'est à peu près 50% de nos clients. Et en fait, on a aussi développé ce qui est un peu la mission de base chez Meilleur Acheteur, le côté particulier, parce que en fait, moi, je viens de l'école du résidentiel, donc j'ai vendu beaucoup de résidentiel. Et il y a un peu une tendance en ce moment qui est qu'on a tous profité des taux bas, donc on a investi dans l'immobilier résidentiel. Et les locataires, c'est pas mal, mais c'est aussi assez chronophage en termes de gestion. Il y a beaucoup de turnover, etc. Et là où l'immobilier commercial, qui n'est pas du tout culturel en fait en France, devient intéressant parce que tu as beaucoup moins de gestion. Les locataires restent longtemps, ils revendent leur fonds de commerce quand ils partent. Donc toi, en tant que propriétaire, tu n'as pas grand-chose à t'occuper, tu as moins de charges de taxes foncières, de charges de copro, etc. Puisque c'est le locataire qui s'en occupe. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire... en fait, moi j'étais chez Mastéos pour la petite histoire à l'époque. Ouais, Donc on avait l'objectif chez Mastéos de démocratiser l'investissement locatif, qui était, voilà, comme je disais déjà, culturel. Et là, on a un peu une mission chez Meilleur Acheteur qui est un peu la même, mais c'est démocratiser l'immobilier commercial parce que c'est un marché qui est très professionnel, alors qu'en fait, les rentas sont meilleurs et c'est beaucoup plus passif que le résidentiel. Donc on s'est dit, attaquons le marché des particuliers. Donc aujourd'hui, on accompagne, voilà, c'est pas mal des expatriés, on appelle ça des bons pères de famille qui investissent chez nous. Donc c'est plutôt des locaux qui sont loués. Voilà. ok. Donc voilà. Et donc, ouais, moi, je me reconnais typiquement dans ce que tu décrivais niveau parcours. Moi, c'est exactement pareil. Je fais mon premier investissement IMO en 2018. Donc, on était en plein dans les taux bas. C'était le moment parfait pour se lancer, les achats en résidentiel, etc. Et j'ai fait pas mal d'invest. Toi, je crois que tu en as fait peut-être même plus que moi. Je Euh, sais même pas. comment? Je sais pas. On comparera. Euh, comment est-ce que un peu t'es tombé là-dedans? Quand est-ce que tu as commencé à investir? Est-ce que c'est quand tu es arrivé chez Mastéos, est-ce que tu avais déjà investi ou pas encore? C'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier? Comment ça s'est... Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai mon père qui a fait de l'IMO à l'ancienne. Donc lui, c'était, on vient d'à côté d'Amiens en Picardie. Et en fait, mon père, il a fait de l'IMO à l'ancienne. Je pense que comme pas mal de nos pères ou nos parents, on va dire. Donc c'était des prêts très courts sur 15 ans où on se serrait la ceinture pour pouvoir rembourser le crédit. Donc j'ai fait beaucoup de temps avec mon père à rénover des bâtiments agricoles pour en créer des logements, etc. Donc j'ai été un peu là-dessus petit. Et j'ai eu cette petite étincelle, on va dire, de la pierre et de l'immobilier, de valoriser un lieu, de créer Mhm. de l'espace de vie, de faire que voilà, les locataires s'y sentent bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a piqué. Et j'ai investi pour le coup, la première fois, c'était en 2019. Ok, Pour la petite anecdote, j'avais un boulot et c'était au tout début de Mastéos, donc j'étais pas encore chez Mastéos et je leur avais proposé de les aider à ouvrir la ville d'Amiens. ok, Et sympa. j'avais passé une après-midi avec Thierry, Titi au passage,
petit coucou. Et donc, du coup, en fait, on a visité une maison, et c'était une maison de ville avec possibilité de faire 5 chambres. Et j'ai eu un coup de cœur, et en fait, je suis jamais allé chez Mastéos à ce moment-là. Je suis parti vivre au Portugal et j'ai investi dans cette maison et j'en ai fait une coloc. J'en ai fait une coloc un peu haut Ok. de gamme, voilà, avec des chambres super bien isolées, terrasse, jardin, etc. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et donc je suis parti pour la petite histoire bosser au Portugal. Et en fait, Mastéos cherchait un an après un directeur commercial. Et donc c'est là où en fait on est venu me chercher en me disant on cherche un directeur commercial, est-ce que tu es chaud? Et moi, au Portugal, je ne pouvais pas investir, je voulais continuer, mais c'est beaucoup plus d'apport quand tu investis Ouais. au Portugal. Et j'avais vraiment envie de continuer sur cette lancée. Donc, je suis revenu en France, à Paris. Et donc là, il y a eu la folie de la croissance Mastéos qui était incroyable, hyper excitante, malgré une fin un peu particulière. Mais voilà. Et en fait, là, j'ai continué à investir. Donc, on accompagnait des clients. Et à côté de ça, bah, du coup, j'avais la chance d'être aux premières loges pour pouvoir acheter des biens. Et donc, du coup, pareil, on a profité de l'effet de levier donc, au niveau de la banque. Et j'ai acheté beaucoup enfin, j'ai fait du meublé, en fait, dans Ouais. plusieurs villes, mais plutôt haut de gamme. En fait, je cherchais plus forcément du rendement, même si j'en ai eu, mais je cherchais quelque chose qui rend voilà, du foncier pas cher et où on arrive, du coup, à l'équilibre sur le remboursement. Donc, c'était du LMNP. Alors, il y a mon chien qui est là. Voilà, Rita, si tu veux dire bonjour à la caméra, je sais pas si on la verra. Elle est cachée. Elle est cachée. Viens devant. Et donc, du coup, j'ai fait ça, donc LMNP et CLIS. Et Ouais. puis, et donc voilà, voilà comment j'ai continué là-dessus. Et pour la petite histoire, du coup, meilleur acheteur, donc l'immobilier commercial, c'est quand même le sujet principal. Ouais. L'immobilier commercial, euh, ça fait longtemps que tout le monde en entend parler de l'immobilier commercial. Je parle des particuliers, mais personne ne s'y connaît. Et même moi, je savais que c'était plus intéressant, mais voilà, j'y connaissais rien. Et donc, c'est là où j'ai eu la chance de vous rencontrer, toi et Raphaël, pour meilleur acheteur. Et donc, du coup, c'est là où je suis arrivé pour, euh, pour, euh, pour développer aussi la boîte. Et j'ai tout appris, du coup, avec l'enseignement Avec de Raphaël, ouais. Raphaël. Voilà. Et en fait, effectivement, c'est aujourd'hui, je ne fais plus que l'immobilier commercial, quoi. Ouais. Du coup, quand il t'a formé, t'as tout de suite. Qu'est-ce qui t'a marqué sur les différences entre l'immobilier résidentiel que tu connaissais super bien et l'immobilier commercial? Pourquoi est-ce que tu t'es dit que c'était une bonne opportunité? Enfin, qu'est-ce que tu voyais là-dedans? Et Ouais. Qu'est-ce que je voyais? Bah, en fait, le côté passif de l'investissement. Donc, c'est vrai parce que. que, juste, excuse-moi, je te coupe, Ouais, parce que du coup, tu t'étais vraiment rendu compte à force d'enchaîner des investissements dans le résidentiel que, en gros, plus t'en avais, plus la gestion devenait lourde, c'est ça. plus c'était Ouais, chronophage, quoi. c'est ça. Et en Ouais. plus, la gestion, je m'en occupe tout seul. Enfin, Ouais. voilà, j'étais T'as pas de gestionnaire. pas gestionnaire. Enfin, j'ai des personnes qui m'aident, mais j'ai pas d'agence de gestion, quoi. D'accord. Bon, on pourra en reparler, mais en gros, qu'est-ce qui m'attirait? Donc la passivité, parce que ouais, je donne un exemple. Cet été, j'ai eu une série de 3 ballons d'eau chaude Ah, qui c'est ont la loi des pété, séries, hein. voilà, Quand des il y en a séries un, ça s'enchaîne. qui ont pété en même temps. Donc voilà, trois inondations au même moment. Donc en fait, dans l'immobilier commercial, si tu as une fuite ou une ampoule cassée, etc., bon, bah, c'est ton locataire qui s'en occupe. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. On va pas t'appeler tous les 4 matins. Donc voilà, le côté passif, on va dire que ce soit au niveau de la gestion de l'endroit, de l'entretien et du turnover des locataires, hein, parce que dans du meublé, ça tourne quand même pas mal. Donc ça m'a tiré. Évidemment, les rentas, en fait, c'est des rentas quasi nettes, hein, parce que la taxe foncière, les charges de copropriété et le petit entretien, ça sont pris à la charge du locataire. Enfin, c'est le locataire qui prend ça à sa charge. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, en fait, il y a aussi un côté où on fait des affaires avec des commerçants. Et ça, en fait, je trouve que c'est hyper excitant parce que c'est local. Enfin, je sais pas, c'est un peu un rêve d'avoir un petit bar à vin, un petit restaurant. Alors, en exploitation, c'est un autre boulot. Moi, je ne saurais pas le faire, c'est trop difficile. Mais pour le coup, aider, je trouve, un commerçant, et je trouve que c'est beau en local commercial aussi, l'activité d'un local commercial en Ouais, je suis centre-ville, d'accord. je sais pas, une guinguette, ça peut être une pharmacie d'angle, je trouve que c'est magnifique.
Et donc, c'est un actif, voilà, sur le côté passivité, rentabilité, intérêt aussi que tu as avec tes locataires, parce que tu Ouais, fais des négociations, tu peux acheter un local qui est vide, tu vas négocier un pas de porte, et puis tu vas aussi aider ton locataire à se développer. Donc, voilà, c'est des négociations qui sont, euh, comment dire, plus complètes, enfin, il y a plus de variables dans les négociations, mais voilà. Donc, en gros, c'est tout ce côté-là qui ouais. est sexy, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins. Je trouve, en effet, ce que je trouve hyper sympa, c'est de pouvoir te dire, mon locataire, il a le commerce peut-être un peu à côté de chez moi et tout. Je peux être son client, je passe devant le local. Enfin, Ouais, tu as un vrai côté, je sais pas, vie de quartier ouais, ouais. qui est sympa. Et après, je te rejoins. C'est vrai que moi, ce qui me frappe le plus dans l'immobilier commercial, c'est vraiment qu'en fait, tu as énormément de variables qui font que tu peux améliorer un deal. Tu as énormément de points sur lesquels tu peux négocier, de choses que tu peux améliorer, de modes d'exploitation, de découpe, de choses que tu peux envisager qui font que en fait, la lecture d'un deal est très intéressante. Il faut un œil un peu aiguisé et Exactement. c'est vraiment l'étape d'après par rapport au résidentiel, je trouve, quoi. Exactement, il y a plein de possibilités. Bah, je pense à, par exemple, Raphaël, je sais que lui, il a fait pas mal. Il y a des locaux, dans Paris, il y a des locaux commerciaux avec deux accès, avec accès sur rue et sur cour. Et Ouais, si c'est un couloir qui est trop long, bah, on peut très bien le couper en deux, faire un commerce devant et créer un appartement studio ou T2 dans une petite cour derrière. Et voilà, du coup, on fait et du résidentiel et du commercial en même ouais, temps. Donc, ouais, enfin, ça c'est un exemple, mais il y en a des centaines. D'ailleurs, enfin, quand on vient chez Meilleur Acheteur pour investir dans un local commercial, les conseillers chez Meilleur Acheteur, en fait, tu as le produit facial tel qu'il est, et puis en fait, derrière, il y a effectivement plusieurs leviers pour améliorer la performance du local, et ouais, c'est toujours un sujet où tout le monde se creuse la tête en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le local, pour que le client il soit du coup avec un meilleur actif. Bon, ça passe par plein de choses, la négociation, des indexations, structurer, trouver une meilleure activité. Enfin, il y a vraiment tout un listing de choses à faire pour, voilà, pour améliorer le local. Donc, ouais, ça aussi, c'est sexy, ouais, je trouve. ouais. Et au niveau du coup des investisseurs sur Meilleur Acheteur, tu disais qu'il y avait à la fois des investisseurs particuliers et des investisseurs pros. Est-ce que tu peux nous dépeindre un peu rapidement, enfin dans les grandes lignes, un investisseur particulier, qu'est-ce qu'il recherche, quels sont ses critères? Un investisseur pro, pareil, qu'est-ce qu'il recherche, quels sont Hmm. ses critères? Bah, le particulier, il a fait du résidentiel, il connaît pas trop l'immobilier commercial, donc il faut aller chercher une opération qui soit safe. Donc on va aller chercher quelque chose qui soit hyper bien placé, loué, avec un locataire qui est là depuis un petit moment, pas quelqu'un qui est là depuis 6 mois, un an, ou alors en fin de bail, pour qu'on Ouais, s'assure. Donc voilà, donc l'historique du locataire, l'emplacement. Il y a la pérennité de l'activité aussi qui est importante. Il y a des activités sur lesquelles il y a des fonds de commerce plus importants que d'autres. Le prêt-à-porter n'a pas vraiment de fonds de commerce, par exemple. Ou alors ça va être des pas de porte, hein, ça va être plus des emplacements qui vont se faire racheter, on va dire. Mais ouais, le fait qu'il y ait un fonds de commerce, bon bah si un jour le locataire s'en va, lui son objectif c'est de faire il fasse du chiffre et que son local soit beau pour qu'un autre ouais, locataire puisse lui racheter son local. Donc les particuliers ils cherchent quelque chose évidemment qui va être rentable, mais on va pas chercher des choses qui soient trop rentables parce que plus on connaît, plus c'est rentable, plus c'est risqué. Donc on parle d'investissement bon père de famille parce qu'on essaie de regrouper tous ces critères, que safe, hein, que ce soit l'emplacement, l'historique, une rentabilité, voilà. Donc ça, c'est plutôt le particulier et on est là pour l'accompagner. Donc on va pas prendre des sujets qui vont être trop complexes avec des sujets avec voilà, des emplacements, des locataires, des rues qui changent. Et le professionnel, lui, alors c'est quelqu'un qui vient juste chercher de l'opportunité parce que en fait les sujets, il n'a pas vraiment besoin de nous. Alors il nous demande quand même des conseils parce que parfois, ce qui est rigolo, c'est qu'on a d'autres idées. Et ils viennent chercher l'opportunité, donc ça va être du foncier pas cher, ou par exemple récupérer un locataire qui fonctionne pas très bien pour essayer de trouver une manière de se mettre d'accord avec lui pour lui donner un billet pour qu'il parte et revaloriser l'actif derrière. Donc il faut avoir des personnes qui connaissent un peu la juridiction et qui soient capables de porter l'opération. Parce que ouais, voilà, s'il y a X mois d'impayés ou de vacances locatives, il faut que ce soit le professionnel qui soit capable
davantage structurer ça pour que ça puisse coller à un BP. Et le particulier, lui, il veut juste se dire, OK, j'ai envie de tranquillité, j'ai envie d'avoir quelque chose qui tourne, et il vient chez nous pour avoir une opération qui est safe, quoi. Ouais, ok. Et t'aurais, là, depuis que tu es arrivé chez Meilleur Acheteur, le temps que tu sois formé, etc., derrière, tu as réussi à faire pas mal de deals. Est-ce que tu auras un exemple à donner sur un deal vraiment qui illustre bien le monde des particuliers et un deal qui illustre bien le monde des professionnels sur des deals qu'on a réalisés? Ouais, carrément. On a vendu une pharmacie d'angle à 450 000 euros. Donc on avait le prix, donc le foncier, le prix au mètre carré qui était pas très cher, enfin, qui était sur le marché, on va dire, ni Ouais, au-dessus ni en dessous. Un locataire historique, une valeur de fonds de commerce et voilà, pas d'antériorité particulière sur des impayés, etc. Donc on a eu, je pense à ça là, par exemple. ouais. C'était où? Ça, c'était dans le 11e. Ouais, On a eu, récemment, on a vendu une boutique libre à Poissonnière. Petit ouais. ticket, hein, et en fait, le foncier était pas cher, mais en fait, voilà, tu mets un locataire dedans, sur des loyers de marché, on arrive à une rentabilité de 10%, quoi. Ah ouais, Donc 10% dans Paris, voilà, il faut juste être capable d'acheter un local vide, se dire, OK, je connais le marché, je vais pouvoir trouver un locataire derrière. Donc ça, c'est plutôt pour un professionnel. ouais, Par contre, il va avoir une rentabilité de 10% quasi nette dans Paris, et ça, voilà, ça se trouve pas dans Paris. Et le particulier, lui, on était plutôt sur du 6,5, 7%, je crois, en renta net pour la pharmacie, par exemple. ouais. Donc pareil, ça reste aussi un truc de fou. Dans Paris, il n'y a pas de rentabilité à plus C'est de sûr que oui, 6%. sur du résidentiel, tu n'auras jamais ça, quoi. Ouais. Ouais. Et sur le local là, du professionnel là, à Poissonnière, du coup, c'est en tant que pro, c'est lui qui savait que la valeur de marché, elle était assez haute. C'est nous qui l'avons conseillé là-dessus. Euh, Comment est-ce qu'il s'y est pris? Est-ce que, je sais pas, je pense par exemple, il peut peut-être gagner du temps, genre dès que son offre est acceptée ou dès que le compromis est signé, il commence à rechercher un locataire Ouais, voilà, comment il optimise tout ça en fait? exactement. Alors nous, on a sorti un estimateur, enfin tu as créé un estimateur, Certes. nous, au meilleur acheteur, premier estimateur français qui est capable d'estimer des loyers et du foncier pour un local commercial. Donc ça, c'est assez ouf. D'ailleurs, on récupère pas mal de nouveaux clients avec ça. Et nous, alors, on a des tendances, en fait, étant donné que nos équipes sont constamment au téléphone avec des agents, on connaît les loyers des rues, enfin, même on commence à connaître Paris et les grandes rues de France pas mal, donc on connaît les valeurs de marché. Donc on sait en gros qui va pouvoir faire une bonne affaire. Après, c'est lui qui va s'occuper de porter l'opération, qui va donc effectivement, il peut demander une autorisation à commercialiser le bien entre la promesse et la signature de l'acte authentique. Ok. Et en fait, ça lui permet de faire des visites. Comme ça, il perd pas de temps. Il le met en location le temps de Ouais. la vente. Et dès que c'est vendu, il a son local qui est loué. Et, euh, et voilà, il a pas eu de vacances locatives le temps de louer son bien, quoi. Ouais. Et en général, là, je crois que c'était un local à travaux de mémoire. Ouais, Enfin, il fallait le refaire quoi, en gros oui, pour je n'avais pouvoir pas le parlé de louer. ça d'ailleurs. Ouais. Ouais, comment ça se passe? Il a proposé une franchise de loyer au locataire. Enfin, comment... Alors, j'ai pas. Alors, ils ont refait je sais qu'ils ont remis un petit coup de propre parce que c'était quand même à l'ancienne. Ils Ouais, ont juste mis du placo, des lumières pour que ce soit un peu plus sexy. Mais tout le reste, voilà, la déco, l'aménagement, etc., ça c'est vraiment à la charge du locataire. Donc c'est aussi l'intérêt d'acheter des locaux commerciaux, c'est que les travaux en fait sont réalisés par le locataire. Donc je sais pas s'il a mis un pas de porte pour le coup, ça je sais pas. Mais voilà, en général, soit tu mets un loyer plutôt élevé, on va dire, et tu ne mets pas de pas de porte et la personne elle rentre avec un local, ouais, on va dire comme ça. Soit tu peux mettre un pas de porte, mais dans ce cas-là, il faut mettre un loyer plus bas. Mais du coup, aussi, ça dépend du montant des travaux qu'il faut réaliser à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est d'avoir un espèce d'équilibre pour que le locataire, il investisse les lieux et pas qu'il ait la corde au cou. ouais, Voilà, l'objectif, c'est que le locataire, c'est de le garder. Hein, c'est pas de... ouais, bien sûr. Donc, Surtout que c'est voilà. des baux avec des durées longues, etc. Mais je trouve que ça, ce que tu dis, ça illustre bien l'immobilier commercial. C'est que c'est énormément de négociations et il y a plein de leviers qui sont actionnables, quoi. Ouais, Donc, c'est l'entrepreneuriat en fait. Enfin, ceux qui aiment faire de l'immobilier et puis voilà, en dehors du classique, on peut d'ailleurs un particulier pourrait très bien se dire
Enfin, moi, par exemple, là, j'achète un local. Bon, je commence à être quand même connaisseur du métier, mais un particulier pourrait aussi acheter un local vide dans un endroit qu'il connaît. Moi, je sais qu'à Amiens, là, je suis en train d'acheter un local commercial qui est vide parce que je sais très bien, je connais le marché sur place, je sais ce qui pourrait s'y installer. Et donc, à tous les coups, voilà, je pense on a des investisseurs qui achètent des locaux, par exemple, à Toulouse. Bah, si vous connaissez bien Toulouse, ça peut aussi vous faire kiffer de vous dire, tiens, là, on pourrait mettre un bar à vin, en fait, parce que j'habite dans le quartier et ça manque de bar à vin. Donc, l'objectif, c'est un peu de laisser le marché enfin, faire ses demandes, on va dire, mais Ouais. on peut aussi orienter le marché parce que on aurait envie que ce soit telle activité qui prenne le truc. Donc il y a ce côté un peu excitant dans l'immobilier commercial que par rapport à l'activité, quoi, aussi. Ouais. Ok. Euh, Là, on vient de croiser Bart et il a typiquement sorti une, je vais pas dire une objection, mais une petite crainte que j'entends beaucoup. On en avait parlé dans le premier podcast avec Raphaël aussi, qui est ah ouais, l'immobilier commercial, mais les tickets ils sont élevés quand même, non? Hmm. Eh ben non, Qu'est-ce que tu réponds à ça? bah non, c'est faux. On a vendu. On a fait Bah, des petits deals, ouais. toi, t'as acheté Ouais, un un petit local truc à 140 000 euros. ouais, à Ouais, Bordeaux. ouais, D'ailleurs, peut-être tu peux nous en parler. ouais, bon, pas de problème. C'est moi qui t'interviewe Ouais, maintenant. c'est ça. Ouais, bah, petit local déjà occupé par un traiteur qui était là depuis 7 ans. Voilà, tu as super bien géré la négociation. Ça a été négocié 2 fois ou 3 fois, je crois. Et ouais, on a un beau rendement, surtout que les loyers avaient pas été indexés. C'était le même loyer qu'en 2017, quand le bail avait été fait. Voilà, rue commerçante, hyper centre de Bordeaux. Et ouais, 140 000 euros. Et on a 9% brut. On a la taxe foncière à notre Hmm. charge. Mais bon, c'est pas une grosse taxe foncière. Et, euh, et ouais, donc on a fait un beau deal et en effet 140 000 euros. Donc Hmm. c'est pas non plus énorme. Ouais, Voilà, ça s'emprunte sur 15 ans avec généralement un petit peu d'apport. On a dû mettre autour de 20 000, 24 000 euros, je crois, d'apport. ouais, ouais. Donc, je sais pas, à vue de nez, ça doit faire 15, 18%, quelque chose comme Ouais, ouais, ça. c'est ça. C'est un truc Donc, ouais, en général, c'est à peu près ça. Sur une SCI à l'IS, et l'idée, la banque, elle regarde que, en gros, la mensualité de prêt soit à peu près couverte par le loyer hors charge. Hmm. Et puis ça le fait, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah, c'est ça. Enfin, je rebondis sur les petits tickets. Bah, la preuve, ouais. 135, c'est ça, Ouais, 140. non, c'était 140, ouais. 140. 140. Moi, le truc que j'achète à Amiens, là, ça coûte 160 000 euros et on peut mettre un loyer à 2 000 euros par mois. Donc, Ah ouais, c'est vide avec un petit pas de porte aussi. Donc, c'est sur des petits tickets, ça fonctionne très bien, quoi. Effectivement, le seul inconvénient, c'est l'apport qui va être un peu plus important que dans le résidentiel. Donc, résidentiel, on est sur 10%. ouais, Là, on est sur plutôt du 15-20%. Sur du 15 ans, et allez, parfois, on peut aller chercher du 20 ans. ouais, selon Euh, les banques, ouais. c'est ça. Mais alors après, il y a un truc aussi qu'on fait pas mal de plus en plus avec nos clients, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des SASU Ouais, et qui viennent nous voir parce que en gros, ils font du conseil, donc ils facturent, ils ont de la trésor et en fait, cette trésor, bon, ils se mettent pas des salaires avec parce qu'ils se font trop taxer. Enfin, c'est pas le modèle de la SASU en tout cas. Et en fait, ils viennent réinjecter, ils créent des sociétés, du coup, des SCI sous leur SASU et ils réinjectent leur trésorerie pour faire effet de levier avec les banques et acheter des locaux commerciaux. Donc ça, on en a de plus en plus. Et c'est un profil particulier, par exemple, qu'on a dans nos clients de ouais, plus en plus. Donc, pour revenir un peu sur les fourchettes de budgétaires, chez Meilleur Acheteur, nous, on adresse un marché qu'on, que peu, voilà, nous, on s'adresse quand même de plus en plus aux particuliers. Les deals sont faits entre 150 et, on va dire, 600 000 euros, 800 000 euros à 80%. ouais. Et après, on s'adresse aussi à des professionnels sur des projets beaucoup plus gros, mais euh, et même les pros, finalement, ils aiment bien les produits voilà, qui sont assez liquides. Donc, avoir plusieurs petits produits à 200, 300, 400 000, ça, même des pros qui pèsent assez lourd viennent nous voir pour en acheter, quoi. Donc, Ouais, et je suis assez en phase même avec cette stratégie parce que même si tu as, j'en sais rien, tu as de quoi mettre un ticket à 2 millions d'euros dans l'immobilier commercial, bah parfois vaut mieux avoir, je sais pas, 5 boutiques à 400 000 qu'une seule à 2 millions parce que tu mets vraiment tous tes œufs dans le même panier. Et sur ta boutique à 2 millions, je sais pas si ton locataire il a 150 000 euros de loyer annuel, s'il est en difficulté ou qu'à un moment tu as des impayés, c'est difficile. Alors ouais, que si tu as 5 boutiques à 400 000 euros, s'il y en a une où tu as des galères, bah, tu as les 4 autres qui tournent, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc C'est ouais. l'équilibre. Et Ouais. ouais, très intéressant ce que tu disais sur la partie utiliser la trésorerie de la SASU.
Moi, là, du coup, j'ai une EURL, mais en gros, la stratégie, c'est qu'en gros, ta société commerciale, donc que ce soit une SASU ou une EURL sur laquelle tu vas facturer tes prestations, en gros, tu peux la transformer aussi, enfin, qu'elle ait un objet social d'être aussi une holding, donc une société mère, et donc faire descendre cette trésorerie dans des SCI dans laquelle cette société commerciale serait associée. Et là-dessus, il y a très peu de frottement fiscal. Donc, on peut facilement utiliser sa trésorerie. Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait pour préparer les prochains coups. Mais on peut utiliser sa trésorerie du coup pour la réinvestir Ouais, sans se la donner à titre perso parce que sinon on passe par la case flat tax à ouais, 30%. yes, et flat tax, ouais. Ouais. Ouais, Donc, carrément. donc ouais, bonne stratégie pour pouvoir accélérer et multiplier un peu les acquisitions. D'autant plus que l'immobilier commercial, généralement, on l'achète avec des SCI et la banque ne fait pas le même calcul que sur de l'immobilier souvent résidentiel en nom propre, où on va être limité en taux d'endettement par le HCSF. Là, la banque regarde vraiment le projet en Exactement. tant que tel, quoi. Ouais, autre avantage, ouais, exactement, c'est que on s'adresse à des banquiers qui sont pros Ouais, dans l'immobilier commercial et il y a ce côté un peu. Enfin, moi, je sais que j'ai été voir, je pensais que j'ai été un peu limité sur l'endettement et j'ai un banquier qui me dit, en fait, Samuel, moi, j'ai pas besoin de regarder vos SCI LIS, je regarde que ce que vous avez en nom propre. Donc, il a regardé du LMNP et puis tout ce que j'ai en nom propre. Donc, c'est assez ouf, quoi, parce que ouais, du coup. Tu peux démultiplier les opérations derrière comme, en fonction de ce que tu peux faire, quoi. ouais, Mais tu es moins limité par l'endettement. Je dis pas qu'elle ne va pas regarder, etc. Mais bien sûr. en tout cas, c'est l'avantage de pouvoir aller un peu plus loin, quoi. Bien sûr, oui, oui. Et puis, c'est vrai que un banquier particulier, souvent, il est assez, je vais pas être péjoratif, mais assez limité un peu dans son analyse et ses Ouais. raisonnements. C'est vraiment, je prends ton tableau des rentrées d'argent, je prends ton tableau des charges, je fais un ratio, et Mm. puis si c'est rouge, je dis non, et si c'est vert, je dis oui, quoi. C'est ça. Alors que là, il y a vraiment une vraie analyse un peu plus patrimoniale, de voir, regarder les historiques, regarder au global quelle épargne tu as à côté si jamais il y a une difficulté, regarder les prêts que tu as actuellement. Exactement. Et il te prend vraiment comme un entrepreneur. Ça, c'est assez ouf de. Là, je change un peu d'interlocuteur. Et tu as un peu plus la casquette entrepreneur. Donc Ouais, c'est, alors bizarrement, c'est un peu le vent que j'ai en ce moment, mais c'est on va vous aider à avancer. Donc on est chaud de vous accompagner là-dessus euh, parce qu'on a compris que vous étiez un entrepreneur. Donc ça, ça ouais, va avec ça aussi. Ouais. ouais. Puis voilà, après, faut pas oublier que le banquier, c'est un commerçant. Il a besoin de vendre du crédit à des taux d'intérêt, il a besoin de vendre des assurances de prêt, il a besoin de vendre des assurances de Oui, propriétaires non occupants, voilà, de vendre ouais. tout simplement des produits bancaires. Les comptes pro SCI qui coûtent un peu chaque mois. Donc voilà, il a Ouais, besoin de faire il faut du. jouer le jeu aussi. C'est ça, faut Ils jouer le n'aiment jeu de pas la les banque. boîtes aux lettres, comme ils disent, être des boîtes aux lettres à crédit. Ah, j'ai jamais entendu Ouais, moi l'expression boîte aux lettres à ouais, crédit. C'est genre tu prends le crédit et puis le c'est reste, t'en as ça, rien à c'est faire, quoi. ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Là, ils veulent des cons. Faut jouer le jeu par contre. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, et donc maintenant tu te dis plus de résidentiel, que du commercial. Ouais, franchement, c'est quand, alors je dis pour ceux qui nous écoutent, mais quand on commence à s'intéresser au mobilier commercial, on est toujours un peu réattiré par le résidentiel, euh, parce qu'encore une fois, c'est culturel, parce que on a eu l'habitude de le faire longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu vraiment la différence. Au début, j'étais un peu entre les deux, je regardais un peu l'immobilier commercial et du résidentiel. Et là, pour le coup, non, non, je ne regarde que du commercial, quoi. Ouais, Et donc, c'est aller chercher des bonnes adresses, du foncier bas. Voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, un locataire historique ou un local vide parce que tu vois que tu as un potentiel avec l'emplacement que tu pourrais faire. Donc, ouais, ouais, donc, non, non, fini le résidentiel. ok. Et ce que tu as du coup, moi je commence aussi un petit peu à me poser la question. Tu vois, j'ai commencé à acheter en 2018, toi tu disais 2019. Hmm. Est-ce que tu commences à te poser des questions d'arbitrage? Est-ce que je commencerai pas à revendre les premiers projets que j'ai achetés pour récupérer peut-être de la plus-value latente, pour la réinjecter dans des nouveaux Ouais. projets? Est-ce que tu considères que tu as assez amorti, pas assez Ça, amorti? eh ben, ouais, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai fait un peu un bidouillage et j'ai eu en LMNP des biens qui étaient très rentables. Et Ouais, donc, en fait, je suis arrivé à la fin de mes amortissements. Et en ok. fait, là, j'ai fait passer les loyers, sont envoyés sur une société qui encaisse les loyers, qui en fait me loue les biens. Et cette société ensuite va me payer, c'est de la sous-location, va me payer au compte bancaire, au LMNP directement les loyers, pour que je renvoie des loyers plutôt qui servent juste à rembourser le Raisonnable. crédit Ouais, et pas que je me fasse massacrer derrière parce que j'ai fini mes amortissements. Donc en gros pour l'instant je fais ça parce que ça me... Alors j'arrive pas à arbitrer moi.
Ouais, Je c'est suis dur, peut-être hein. encore trop jeune dans le truc, mais Ouais, il faut arbitrer, je sais, mais bon, en fait, c'est compliqué d'arbitrer quand tu as des crédits avec des taux à 1,5, ah ça, ouais. revendre ton crédit. Enfin, Revendre pour réemprunter derrière à ouais. 4, c'est dur. Donc non, moi, j'avoue, pour l'instant, j'arbitre rien. Je suis jeune, j'ai 33 ans, mais voilà, pour l'instant, je garde, en fait. Je suis Ok. plus dans l'objectif d'essayer de réinvestir. Mais je sais que ouais, tu as une loi qui dit, bon, bah, tous les 7 ans, tu as remboursé, en général, c'est un tiers de ton crédit. Et C'est ça. ce que tu as remboursé il servirait avec l'effet de levier pour emprunter plus gros dans un autre projet. Ouais. Mais encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est les taux actuels. Donc voilà. Donc, en fait, je pourrais le faire, mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de ne pas forcément le faire. Mais après, tu dis ça, mais les taux actuels, au final, là, tu te dis que tu pars sur un projet d'un local commercial et tu vas quand même emprunter au taux actuel. Oui, 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 c'est clair. Mais en fait, j'ai pas envie de supprimer le crédit Ouais, à des 1%. crédits qui ont été faits pas cher. Ouais, C'est ouais, ça. je suis d'accord. Donc, Je vois. je récupère ce que j'ai en trop, je le récupère dans la société. Et cette société-là, le cash flow que j'ai, en gros, va me servir d'apport pour faire Ouais, les autres projets, justement, dans le commercial, quoi. ok. Donc, je fais ce format de sous-location. Alors, c'est du bidouillage, je pense que c'est pas très. Pour le coup, la société gère vraiment les biens, etc. Parce qu'il y a du Airbnb, etc. Donc, ça fait vraiment ce rôle-là. Donc, il n'y a pas trop de sujets par rapport à ça. Mais, comment dire, je ne. Non, pour l'instant, pas d'arbitrage, quoi. J'essaie de gagner de Ouais, l'argent autrement et puis laisser. Enfin, voilà. euh, Réutiliser le cash flow pour le réinjecter, quoi. ouais. Moi, je me posais la question récemment parce que pareil, on entend qu'en gros, autour de 7 à 10 ans, tu vois, c'est la période où normalement tu peux avoir de la plus-value latente si tu as bien acheté. Enfin, tu peux donc Mm. faire des plus-values en revendant. En effet, tu as déjà pas mal amorti tes biens, voire tu n'as plus d'amortissement. Donc ça devient le moment. Je me posais la question potentiellement de faire un OBO, tu sais, exactement comme avec les sociétés. Donc Ouais. c'est-à-dire en gros que mes biens que je détiens en nom propre, les faire racheter par une autre SCI que je crée, trouver une banque qui refinance. Comme ça, j'encaisse la plus-value à titre perso. Je refinance sur une durée longue ces biens-là et comme ça, je les garde indirectement. Et en plus, je passe tout en SCI parce qu'en nom propre, j'ai peur que fiscalement, il y ait plein de trucs qui bougent, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, pour le coup, c'est une très bonne stratégie. Si tu as suffisamment pour perdre des frais de notaire et Ça, que c'est ton sûr, on projet va pas il se faire tourne effrayer. avec les nouveaux taux bancaires, en vrai, feu. Enfin, c'est exactement ce qu'il faut Ouais, faire. faut trouver la C'est banque très qui bien. finance ça, quoi. Ouais, c'est un peu de Qui... boulot, mais si financièrement ça vaut le coup, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, ok. Et sur la partie des investissements que tu as déjà réalisés, tu disais principalement des colocs. Je sais que tu as une Ah stratégie un oui. petit peu spéciale là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler, nous Alors expliquer ouais, comment c'est venu, etc. en fait j'ai commencé donc avec de la coloc, donc évidemment coloc trop bien, 5 chambres, tu loues la chambre un peu moins cher qu'un studio mais voilà le bien apporte quasiment la même chose, voire mieux en fonction de comment tu as aménagé ta coloc. Donc j'ai fait ça au début, c'était super rentable. Et en fait, une coloc de 5, alors moi je faisais pas bail solidaire parce que j'avais besoin que ça puisse Ouais, tourner assez donc facilement, bail individuel, individuel. chaque locataire. Ouais, Et du coup, j'en ai eu un peu marre de relouer des chambres constamment et faire des visites. Alors même si je m'arrangeais avec les colocs, il y avait un coloc, j'avais mis un loyer moins cher et c'est lui qui s'occupait de faire les visites, etc. Puis c'était eux qui trouvaient les. C'était assez passif, mais je me suis dit, tiens, un peu chiant à force. Et alors pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté la coloc. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer le marché des B2B en location. Et donc du coup, il y a pas mal de sociétés qui cherchent à placer des salariés qui sont en mission quelque part. Alors ça peut être, je sais pas, typiquement Amiens, il y a les architectes, il y a des gens dans le BTP, il y a plein de projets en ce moment à Amiens qui se passent. Donc en gros, j'ai eu des artisans qui sont venus dans mon logement. Et en fait, tu travailles avec des pros, donc c'est pas le. En fait, eux, ils iraient sur Airbnb sur des missions ponctuelles. ok. Et donc, ils paieraient la nuit, je sais pas moi, 40, 60 euros par nuit. Donc, au mois, une chambre, ça coûte très cher. Et donc, le format coloc, eux, toi, tu peux louer ta chambre 2 fois plus cher qu'en coloc normal à ces sociétés-là. Et elles y gagnent aussi parce que ça leur coûte moins cher que l'hôtel, etc. Donc, en gros, j'ai commencé. Bah, typiquement, ma coloc, aujourd'hui, elle est louée par une société comme ça. Donc, c'est du pro. J'ai Ouais, une autre coloc aussi qui est louée. Alors, ça, pour info, c'est des associations. Ça, c'est super bien, les associations ok. d'État.
Là, j'ai une association de l'État qui me loue un bien. En plus, c'est pour des personnes qui sont en réinsertion, donc il y a un côté un peu social dans l'immobilier, ça fait pas de mal. Ouais. Du coup, ils te prennent le logement entier. Ouais. En fait, voilà, le logement entier, ils te font les travaux à la fin quand ils te rendent le logement, pardon, mais par contre, tu as ton loyer tous les mois et t'as pas à t'en occuper, quoi. Donc, c'est eux qui s'occupent de l'entretien du. Ok, donc là, c'est bail directement avec l'association, C'est ça, à un loyer correct de marché. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc, ça, c'est pour être super passif. Et juste sur les artisans, là, sur le BTP, Ouais, tu as un bail avec l'entreprise de c'est BTP. ça. Ok. Et ce bail-là, du coup, tu leur loues. Tu fais à la nuitée ou c'est vraiment. Si tu loues à C'est la chambre comme une coloc Non, et tu ils te loues. la Alors, prennent tout le temps, quoi. attends, j'ai un trou. C'est le bail civil. C'est un bail Ouais, ok. civil. Ouais. Et tu loues en fonction des missions. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Et je crois que ça, c'est le bail civil. Attends, j'ai un trou. Ouais, Ouais, c'est sur ça. lequel tu as le plus de flexibilité, Ouais, c'est le ça, bail c'est le bail civil. Ouais. civil. Et en fait, bon, parfois c'est un mois, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 2 semaines. Mais au moins, cette boîte-là, c'est mon locataire et ils renouvellent tout le temps les équipes. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, tu as un bail avec cette La société, société-là, ouais, et eux, ils vont te dire, bah tiens, sur le mois de novembre, je te le prends pour 2 semaines. c'est ça. Ok. Ouais, Et toi, tu as bon, un tarif en disant, bah une semaine c'est tant, 2 semaines c'est c'est tant, trois c'est semaines. ça, c'est toujours le même tarif en gros. Et eux, en fait, ils me disent, on te le prend 2 semaines, puis 2 semaines après, ils me le reprennent encore un mois. Et en Ok. fonction des différentes équipes, j'ai des baux qui dépendent des équipes qui viennent sur place, quoi. Ok. Donc j'ai ça. Et en fait, je pense que c'est là où tu voulais en venir, en fait, à l'époque, moi, je pouvais plus réemprunter. Je me suis dit, tiens, j'aime bien l'immobilier, j'aimerais bien pouvoir en faire. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je peux pas investir. Et en fait, j'avais beaucoup de demandes locatives sur ma coloc, donc par des Ok. entreprises. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? En fait, où est-ce que je loge les gens en fait? Et donc, c'est là où je me suis intéressé du coup à la sous-location professionnelle. Donc, il y en a plein qui font ça avec du Airbnb, voilà. Donc, sous-location professionnelle, juste pour Oui, expliquer, en gros, tu vas bosser sur des biens sur lesquels tu n'es pas propriétaire. c'est Donc, tu ça. vas louer un bien que tu vois en location sur Le Bon Coin. Tu vas prendre le bail, toi, en ton nom. Ouais, Tu vas prévenir le propriétaire que si toi, tu le prends, tu vas bien t'en occuper et tout, mais que tu vas le sous-louer. c'est Il ça. t'autorise à le Il sous-louer. m'autorise à le sous-louer, donc c'est sur le bail, il est au courant que je fais de la Ouais. sous-location. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, tu as pris un bail pour un appartement à 800 euros par mois. Et toi, ton but, ça va être de le sous-louer à plus cher et de faire une marge, en fait. Exactement, exactement, Ok. c'est ça. C'est ça. En gros, moi j'ai le locataire, le propriétaire n'a pas de locataire et peut-être qu'il sait pas trop gérer son bien. Et donc du coup, toi, tu veux dire, bah tiens, moi, ma société te loue ton appartement. Par contre, il faut que tu m'oses la sous-location parce que j'ai des équipes à placer dans ton logement en fait. Ok. Donc lui, il est content parce il arrivait pas, là, il a un appartement qui est loué. Et toi, après, c'est toi qui fais ta gestion d'aller placer des équipes sur place. Donc, Ça doit être une gestion opérationnelle de fou, non? ouais, alors il faut avoir le temps de le faire, mais tu peux. Alors moi, alors, j'ai arrêté de le faire parce qu'effectivement, ça prend pas mal de temps. Mais Ouais. il y en a qui ont fait des boîtes comme ça, hein. Il y a un moment donné, j'avais, je sais plus, 7 appartements en sous-location au total et tu peux faire du x2 sur le loyer à chaque fois. Donc c'est cool, quoi, tu vois. Et parce que après, sur les sous-locs, enfin, les sous-locataires que tu plaçais Ouais, dedans, c'était les gens de l'entreprise de bâtiment. alors ça peut être ça, ça pouvait être des gens de la SNCF, des gens de, je sais pas moi, de une boîte japonaise qui vend je ne sais quoi, parce que pour le tout c'était le cas, Ok. qui a besoin de placer ses salariés qui viennent du Japon, quoi. Donc toi, tu faisais un peu cet intermédiaire-là. Et voilà, moi, ça m'a permis de gagner un peu de sous avec ça, pour du coup réinvestir derrière. Mais voilà, ça c'est la sous-location. Donc tu peux le faire. Moi j'aime bien quand tu travailles avec des pros, donc tu t'assures une qualité de service et c'est assez carré, on va dire. Ouais. Il y en a pas mal qui vendent ça même qui maintenant proposent des formations là-dessus pour faire du Airbnb. Donc la sous-location professionnelle, en gros, c'est du Airbnb. Donc eux te louent ton appartement, Mhm. Ouais. et ils le sous derrière sur Airbnb. Bon, voilà, c'est un autre business encore derrière, mais je pense que certains ont déjà vu voir passer des vidéos par rapport à ça. Voilà, donc c'est juste la petite anecdote, tu me demandais. En vrai, j'ai Ouais. arrêté parce que c'est chronophage. Par contre, voilà, ceux qui veulent faire de l'immobilier, en gros, soit tu as l'argent pour emprunter et tu capitalises en remboursant ton crédit avec un locataire, soit tu n'as pas d'argent
Et dans ce cas-là, en fait, sois locataire et fais de la sous-location derrière et ça te permet Ouais, d'avoir c'est des vrai. petits revenus derrière, C'est vrai. quoi. Pour ceux qui Donc, peuvent pas emprunter, des profils où les banques suivent pas, ou en effet, quand tu as maximisé un peu ton taux d'endettement, ça te permet de ouais, continuer, quoi. c'est ça. Ok. Donc voilà, petite astuce. Et maintenant, du coup, j'ai l'impression, niveau gestion, que t'es rodé, ça te prend pas trop de temps, etc. Déjà, est-ce que tu peux nous... Parce que il me semble que tu as des biens un petit peu partout en France, un petit peu éparpillés. Euh, Comment tu gères ta gestion? Comment tu fais pour que ça te prenne pas tant de temps que ça sur ton résidentiel? Et Hmm. du coup, la question derrière, c'est que maintenant, tu as switché sur beaucoup plus, on va dire, quelque chose de passif et de patrimonial, Ouais, c'est quoi. ça. Ouais, ok, d'accord. Donc, non, alors comment j'ai fait? Alors, moi, les conciergeries, j'ai jamais été fan parce que tu donnes un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Bon, en fait, ils viennent faire le ménage et puis ils s'occupent des annonces, mais ils sont un peu responsables de la performance de ton bien. Je parle sur Airbnb, par exemple, hein. Ouais, Mais bon, parfois, tu donnes des gros billets alors qu'en fait, bon, bah, ton bien, il tournait déjà bien de base. ouais, Et bon, moi, je suis pas forcément les agences de gestion, c'est bien, mais bon, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je préfère travailler avec des partenaires. Donc j'ai dans chaque ville, j'ai une personne qui travaille pour moi, donc qui travaille à l'heure en fait. Elle est payée. ok, Alors pour le coup, je paye bien parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur qui je puisse compter. Donc je sais pas, je paye entre 15 ou 20 euros net de l'heure. Donc ça fait des beaux chèques à la fin du mois, on va dire. ouais, Mais c'est des gens sur qui je peux compter. Donc, en gros, ils vont s'occuper de. Voilà, s'il y a un truc à les gérer, ils vont sur place, etc. Donc, j'ai différentes personnes. comment tu as trouvé ces gens-là, juste? Bah, en fait, à la base, c'était. Par exemple, à Marseille, je cherchais une personne pour le ménage. Et c'était une femme de ménage. Et en fait, il s'avère que c'était son mari qui cherchait du boulot. Et en gros, je lui ai dit, bah, tiens, si ça t'intéresse, je cherche quelqu'un. Mais même pour faire un petit peu plus que du ménage, quoi. Donc. Ouais, Et donc j'ai commencé et je lui dis si tu veux, moi je te paye à l'heure. Donc on se fait confiance, c'est des personnes de confiance et j'ai mon petit Google Sheet à la fin du mois. Il met son nombre d'heures, il met les factures qu'il a payées, etc. Et moi, petite facture et moi je lui fais le virement à chaque fin de mois, quoi. ok, super. Donc je travaille avec des individus et en plus c'est encore plus sympa que travailler avec pour le Ouais, coup là-dessus, quoi. Donc voilà comment je fais. Amiens c'est pareil, j'ai une personne de confiance qui s'occupe de faire euh, du ménage ou voilà, quand il y a des visites à faire, des états des lieux, des choses comme ça. C'est aussi une personne. Donc voilà, et du coup, t'aides quelqu'un sur place à lui donner du boulot en plus, c'est pas une activité à plein temps. ouais, Et puis toi, tu as quelqu'un de confiance sur qui tu peux compter. Alors il y en a plein qui vont dire c'est difficile de trouver, mais bon, après, on sent un peu les gens, quoi. Il y a des personnes qui sont bienveillantes ouais. dans leur approche, voilà. Donc moi, j'ai entièrement confiance en ces personnes-là, et voilà comment je gère ma gestion aujourd'hui. Eh ben, je suis bien entouré Ouais. les gens sont très bien payés, mais moi je dépense pour le coup moins que si je payais une agence qui me prendrait X% des loyers chaque mois, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Donc là, tu as tout ça qui est en place. Maintenant, c'est immobilier commercial. Ouais, là c'est bon, je suis content. Il y a eu pas mal de hauts débats, Ouais. évidemment, hein, c'est jamais pérenne, on va dire, parce que tu as toujours des choses à faire, hein, ça prend du temps, hein, les rentiers, ça n'existe pas. Et de toute façon, j'en suis pas du tout, hein, donc voilà. C'est pas passif, quoi. Mais c'est pas passif. Et en fait, l'objectif, comme tout hein, dans le business aussi, c'est d'avoir quelque chose qui puisse tourner tout seul sans que toi, tu aies besoin de t'en occuper. Donc moi, j'ai tout fait pour en arriver là, on va dire. Et aujourd'hui, pour le coup, je suis assez content parce que j'ai du temps libre pour travailler chez Meilleur Acheteur Ouais. et faire d'autres projets, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Et sur le marché un petit peu de l'immobilier commercial, tu trouves qu'il y a... Comment se comporte le marché? Est-ce que tu trouves qu'il y a, je sais pas, il y a beaucoup de biens en vente, il y en a peu, il y a des bonnes opportunités, les bonnes opportunités sont rares. Mm. Toi qui regardes un peu le marché Tous les très jours, tous régulièrement, les jours en qui screen, voit beaucoup d'offres on sait passer, tout ce qui se vend Ouais, chez Meilleur on Acheteur. voit beaucoup de choses en tout cas. Ouais, on voit beaucoup, beaucoup. Comment est le marché? Je trouve qu'en 2024, en 2025, pardon, enfin, il s'est pas passé grand-chose, quoi. C'était pas exceptionnel. On va dire que, sur mon ressenti, hein, c'était plutôt stabilisé, on va dire. Et je ressens là, alors, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment sur le côté Sur le plan actualité, politique? sur le Ouais. côté politique,
on sent qu'il y en a pour le coup qui veulent le revendre et qui arbitrent. Et donc, du coup, le marché, là, j'ai l'impression qu'il se rouvre un petit peu. Et les opportunités sont meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois, quoi. Donc, pour Ouais, le coup, nous, notre rôle chez Meilleur Acheteur, c'est tout ce qui sort, on le regarde en fait. Et on va, voilà, dès qu'il y a une bonne affaire, on met le grappin dessus. Et puis après, on le propose à nos acheteurs. C'est un peu notre mission. Et en ce moment, bah, voilà, on voit qu'il y en a beaucoup plus, quoi. ouais, Et donc, ouais, je sais pas, même on pourrait parler d'un un demi pour cent de rendement en plus par rapport à ce qu'il y avait avant, dans mon ressenti, dans ce qu'il y a. Donc, ouais, ouais, il y a de la matière en ce moment-là. Donc, ok. ouais. Et donc, si j'ai regardé cette vidéo ou écouté ce podcast et que je me dis, je suis investisseur particulier, je me dis, tiens, c'est pas mal, j'aimerais bien me diversifier, j'ai peut-être galéré un peu avec mes investissements résidentiels, mais j'achèterais bien des murs commerciaux. Quel, euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à ce type de profil, donc, que tu définissais un peu comme particulier un peu plus tôt dans le podcast? Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter? Quelle ville est-ce qu'il regarde? Un bien déjà loué, pas déjà loué? À quel rendement? Quel type de locataire, etc. Qu'est-ce que tu regarderais Ouais, eh pour bien ben, commencer là-dedans, on va dire? ouais, ouais, c'est clair. Bah déjà, nous, le conseil est gratuit. Ça, je le dis. Enfin, tous les clients qu'on a chez nous, en fait, viennent, mais n'achètent pas forcément avec nous. Donc, on peut très bien venir échanger avec nous et aller acheter ailleurs à côté. Ça, c'est pas un sujet. Mais alors, qu'est-ce que je conseille? Bah, c'est un peu ce qu'on disait avant. C'est évidemment la sauce secrète, l'emplacement avec du passage. Donc, on peut aller se balader sur Google Maps pour voir un peu est-ce qu'une rue elle est commerçante, des deux trottoirs, est-ce que les trottoirs sont larges, est-ce qu'il y a de la visibilité, est-ce qu'on voit des gens sur le Google Maps. On peut regarder voir les dates sur Google Maps pour Ouais, regarder l'historique du locataire, combien de temps il est resté dedans, etc. Donc, l'emplacement numéro un, l'historique du locataire. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est. Alors, il ne faut pas regarder la rentabilité parce que ça peut être une énorme connerie. Il y a des marchands qui vont mettre des locataires, des marchands de biens, donc qui vont placer un locataire dans un local vide, ouais, qui vont mettre un loyer qui est élevé, et donc ils vont vendre la rentabilité. Mais le problème, c'est que si le locataire s'en va demain, et ben en fait, on n'arrivera pas à louer le même loyer, donc on va perdre en ouais, rentabilité. ouais, Donc, il faut avoir des loyers qui soient au marché, un prix de foncier qui soit aussi au marché. Et voilà. Et donc, du coup, on aura une rentabilité. Si on a de la chance, la rentabilité, elle sera bonne. Mais c'est l'erreur que beaucoup on va dire de débutants ont, c'est de regarder le rendement. Et en fait, non, c'est pas du tout le rendement qu'il faut regarder, c'est le prix du foncier et le loyer. Parce que l'objectif, c'est que le locataire reste le plus longtemps possible. Et donc, voilà, donc, je regarderai ça. Ensuite, il y a des valeurs de fonds de commerce. Encore une fois, un restaurant, c'est canon parce qu'un restaurant, ça a une extraction qui est installée donc, dans la copro avec les autorisations qui part sur le toit, pas en façade, pour enfumer les voisins. Mais du coup, ça a vraiment de la valeur. Donc un restaurant, voilà, tout ce qui a une valeur de fonds de commerce, donc là où on peut vendre une clientèle, une marque, on va dire de l'équipement, donc une boulangerie, de commerce de proximité, c'est aussi intéressant. ouais, Ça meurt pas, ça a une clientèle locale. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, nous, on sait un peu les produits à spotter. Les magasins, voilà, le prêt-à-porter, c'est un peu plus compliqué, quoi, en ce moment, par exemple. Donc ça, je regarderai, par exemple, moins, quoi. Sauf si l'emplacement est exceptionnel et que le bien foncier, le sûr. loyer est bas, donc on a encore du potentiel à créer derrière. Mais globalement, je regarderai ça. Et voilà. Ok. Si Près de chez soi, pas forcément? pas forcément, en fait, non. Alors, la... moi, je dis toujours, il y avait beaucoup de personnes qui disaient l'investissement, on s'en fout, peu importe où c'est, etc. Non, non, il faut acheter dans un endroit que vous connaissez, vous maîtrisez le côté Ouais. macroéconomique, vous connaissez les rues, etc. Enfin, il faut avoir vos repères, sinon vous allez investir dans une mauvaise rue. Donc, non, non, investissez pas forcément là où vous habitez, ça peut être aussi à l'autre bout de la France, hein, mais investissez dans un endroit que vous connaissez en fait, parce que vous Ouais. serez en sécurité, ça vous aidera à prendre une décision. Enfin voilà, vous maîtriserez les choses en fait. Ouais. Oui, oui, c'est pas forcément quelque part où on habite, mais peut-être, ça peut être une ville où on a déjà habité, où Ouais, on a de la famille, où on a l'habitude d'aller en vacances, ou voilà, quelque part, juste quelque part où on connaît parce qu'on sent beaucoup mieux le c'est ça. marché, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Et puis si vous n'avez pas le temps, eh ben, vous venez chez Meilleur Acheteur et on vous accompagnera là-dessus, quoi. Ouais, Je dirais ça. ça marche. Bah, écoute, Sam, ça me paraît être un très bon mot de la fin.
Merci pour toutes ces informations. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur Meilleur Acheteur gratuitement, on peut vous accompagner. Et également à vous abonner à cette chaîne. On va continuer de faire des podcasts, on va analyser des dossiers en direct, continuer à essayer d'apporter de la valeur et de faire comprendre un petit peu les clés et les enjeux de cette classe d'actifs et de ce monde de l'investissement immobilier. Et voilà, à très vite. Merci.